Donc nous enchaînons pour ce post-Chicago, post-ASCO 2025 sur les tumeurs digestives et nous allons commencer avec le docteur Valérie Bouage. Nous t'écoutons Valérie. Bonjour. Alors pour commencer avec le cancer colorectal, cette étude dans les cancers du côlon MSI présentée en plénière. Je vous rappelle que les cancers MSI au stade de stade 3 en l'occurrence, c'est à peu près 10 à 15% des cancers colorectaux et qu'il n'y a pas de standard de traitement d'immunothérapie en situation localisée pour le moment. Donc c'est une étude de phase 3 qui a inclus donc des patients avec cancer de stade 3 DMMR, ça veut dire MSI, qui ont été traités soit par FOLFOX, soit qui est le standard, soit par FOLFOX plus atezolizumab, l'atezolizumab ayant duré, le traitement durait 1 an. L'objectif, c'était la survie sans maladie. Donc, simplement, là, les caractéristiques, c'est juste pour vous dire qu'il y avait à peu près 50% des patients qui étaient à haut risque, c'est-à-dire soit T4, soit N2. Et donc, voici les courbes de survie sans récidive. Vous voyez une nette amélioration grâce à l'association FOLFOX-atezolizumab, anti-PDL1, avec un hazard ratio à 0,5. Donc, une forte augmentation de la survie sans maladie. Des toxicités, certes, la plupart attendues, qui sont les toxicités des anti-PDL1, mais un truc un peu surprenant, c'est l'augmentation des neutropénies dans le bras atézo, alors que la durée d'exposition au traitement a été la même dans les deux bras. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un nouveau standard en situation adjuvante dans les cancers du côlon de stade 3 MSI, avec quelques bémols, c'est-à-dire qu'il manque clairement un bras dans cette étude qui aurait été un bras immunothérapie seul, puisque l'immunothérapie marche très bien dans les cancers MSI et la chimiothérapie moins bien, que les stades 3 sont pour moitié surtraités, puisque maintenant pour les stades 3 à bas risque, c'est 3 mois de FOLFOX et pas 6 mois de FOLFOX, qu'il manque aussi probablement, si on fait un comparatif transversal avec les autres tumeurs, l'aspect néoadjuvant, puisque l'immunothérapie a l'air plus efficace en transtumeur s'il est administré en néoadjuvant. Et ça a été montré dans les essais de phase 2, où on voit qu'il y a quasiment plus de 90% qui sont en réponse histologique majeure. Et donc, il y a une étude de phase 3 en cours avec le dostarlimab, en néoadjuvant versus chirurgie puis chimiothérapie, qui est le standard. Ensuite, on a eu l'actualisation de l'étude Breakwater, qui est donc une étude dédiée au cancer colorectal métastatique BRAF muté. Donc, les cancers colorectal métastatiques BRAF muté, c'est à peu près 8% de la population totale des cancers du côlon métastatique. Et actuellement, l'association anti-BRAF, l'encorafenib et cetuximab est le standard de traitement pour ces patients en deuxième ligne. Donc, cette étude Breakwater était l'association de cette double thérapie ciblée en association avec de la chimiothérapie en première ligne. Donc, le taux de réponse avait été rapporté précédemment, qui était un des objectifs principaux. L'autre objectif principal, c'était la survie sans progression. Donc, 3 bras de traitement, un bras encorafenib cetuximab, un bras encorafenib cetuximab avec FOLFOX et un bras standard of care qui était une chimiothérapie à base d'oxaliplatine en première ligne, avec ou sans bevacizumab. Donc, voici les résultats de survie sans progression qui sont nettement en faveur de l'association encorafenib cetuximab et FOLFOX, avec, vous voyez, une survie sans progression de 12,8 mois, ce qui est très rarement atteint dans ce type de population qui est de mauvais pronostic. Une survie globale également augmentée. On voit que les patients sous chimio encorafenib cetux ont une médiane de survie de 30 mois, ce qui se rapproche d'un cancer colorectal métastatique non BRAF muté. Donc, on rattrape ce déficit pronostic avec ce traitement. Les taux de réponse également augmentés.
des durées de réponse qui sont nettement en faveur du bras expérimental, des toxicités qui sont gérables, que vous connaissez avec les anti-BRAF, mais rien d'inattendu et de pas gérable. Donc clairement, l'association encorafenib, cetuximab, FOLFOX va devenir le standard de première ligne chez les patients métastatiques BRAF mutés. Voilà, nouveau standard dans cette situation. Et puis très rapidement, pour terminer, une actualisation de l'essai de double immunothérapie versus chimiothérapie versus monoimmunothérapie dans les MSI métastatiques. Donc cette fois, c'est 5% des patients colorectaux métastatiques, avec un bras niveau EPI, un bras niveau seul et un bras chimiothérapie, selon le standard of care, au choix de l'investigateur. Donc on avait eu des résultats préliminaires dans cette étude qui montraient ce que vous connaissez. Donc ça, il faut savoir que c'est des patients qui étaient traités par immunothérapie, quelle que soit la ligne. Il y avait des patients non pré-traités, majoritaires, mais il y avait aussi des patients qui avaient reçu une ligne ou deux lignes. Donc ça, c'était ce qui avait été présenté à l'ASCO l'année dernière. Donc, vous voyez, il n'y a pas photo avec la chimio. Les MSI sont des patients qui répondent moins bien qu'un cancer du colorectal non MSI à la chimiothérapie, avec un hazard ratio à 0,21. Une courbe qui laisse envisager des patients potentiellement guéris par la double immunothérapie. Et ce qui est intéressant, là, c'est de voir le fait que même si quand on inclut la survie sans progression, en incluant la ligne d'après, vous voyez que même malgré le crossover de 70%, on ne rattrape pas la courbe avec la bi-immunothérapie d'emblée. Et que par rapport au niveau LUMAB seul, vous voyez que vous avez un bénéfice de survie sans progression, avec un décrochage des courbes qui est moins important avec la double immunothérapie, ce qui suggère qu'on rattrape des patients résistants à la mono-immunothérapie avec ce traitement. Et un avantage en termes de survie sans progression, quelle que soit la ligne de traitement. Alors évidemment, au prix d'une toxicité un peu supérieure quand on associe l'anti-CTLA4 et l'anti-PD1, mais des toxicités qui sont gérables. L'idéal, ça serait d'avoir des biomarqueurs pour savoir chez qui cette bi-immuno est supérieure à la mono-immuno. Donc clairement, là encore, changement de pratique pour ces patients MSI dès la première ligne, niveau EPI, à la place, en remplacement, on aimerait du pembrolizumab qui a l'autorisation de mise sur le marché actuellement en monothérapie. Merci beaucoup Valérie. Et donc nous passions à Michel Ducreux, professeur Ducreux, pour la partie œsogastrique. Alors effectivement, je vais vous parler de l'œsogastrique. Moi, ça va aller relativement plus vite parce que, en fait, c'est 2 changements de pratique. Donc c'est très simple. Ça, c'est la plénière. On a vraiment l'habitude depuis un certain temps, grâce aux travaux des Allemands et en particulier de Salah Al-Batran, de considérer que le traitement de référence des cancers gastriques localisés, c'est une chimiothérapie périopératoire de type FLOT. Et bien là, maintenant, on a un élément supplémentaire à rajouter à ce standard, qui est l'adjonction de l'immunothérapie par durvalumab. Donc un essai qui est vraiment extrêmement précis. Tous les malades ont eu du FLOT dans le bras contrôle, puis de la chirurgie, puis de nouveau du FLOT. Donc on est vraiment sur les standards de traitement actuels. Et dans l'autre bras, on rajoute simplement l'immunothérapie. En termes de caractéristiques patients, je ne vais évidemment pas détailler parce que ce n'est pas l'objet de ce type de présentation. Néanmoins, ça correspond vraiment au type de patients qu'on voit. Il y a un certain pourcentage de patients qui sont des patients avec des cancers gastriques de type diffus, dont on sait qu'ils sont plutôt plus difficiles à traiter. Un pourcentage d'envahissement ganglionnaire et de grosses tumeurs qui est un pourcentage important. Donc, ce n'est pas une population qui a été triée sur le volet pour essayer d'obtenir un résultat. C'est véritablement les patients qu'on voit tous les jours. Le résultat majeur, il est là, la survie sans récidive. Et la survie sans récidive, elle est très clairement en faveur de l'adjonction du durvalumab à la chimiothérapie périopératoire par FLOT, avec des différences qui sont, vous le voyez, quand même très significatives. À 2 ans, on est à 8% de différence de survie sans récidive en pourcentage.
Tout ça, évidemment, au prix d'une toxicité qui n'est pas considérable et qui n'a rien de particulier. En termes de forest plot, si on regarde les sous-groupes, le seul qui ne sort pas très bien, c'est justement le type diffus, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on peut en tirer aucune conclusion parce que c'était tout de même un sous-groupe qui est un peu limité. Sinon, dans tous les autres cas, il n'y a pas de problème. Les résultats sont très en faveur de l'adjonction de l'immunothérapie, ce qui en fait vraiment un nouveau standard. C'est encore un tout petit peu tôt pour parler de survie globale, mais on voit déjà apparaître un petit décalage de la survie globale. Et quand je dis un petit décalage, on parle de plus de 5% à 2 ans. Donc c'est un petit qui va être, à mon avis, très intéressant décalage. Avec un pourcentage de patients qu'on guérit, si on voit ce qui s'est passé dans le domaine du cancer gastrique localisé, il y a une vingtaine d'années, on était à 40% de guérison quand on les opérait sans chimiothérapie périopératoire. Donc on voit très bien que depuis les premiers travaux qui ont testé la radiochimiothérapie post-opératoire, on a fait un bond considérable. On a amélioré aussi la chirurgie. Tout le monde s'est amélioré, mais maintenant, donc, la référence, c'est chirurgie, chimiothérapie et immunothérapie. Le pourcentage de réponse pathologique complète va exactement dans le même sens. On a triplé le pourcentage de réponse pathologique complète grâce à l'adjonction du durvalumab. Donc, je dois dire qu'il n'y a vraiment plus qu'à attendre en fait, qu'on puisse donner ça à nos patients. Mais ça me paraît être à l'évidence un changement du standard de traitement pour ces patients. Et c'est bien parce que là, on est dans une situation où on guérit des patients en plus grâce à l'adjonction d'immunothérapie. Alors, on va parler maintenant de la situation métastatique. La situation métastatique, c'est forcément un peu plus compliqué. On sait que dans les cancers gastriques, il y a à peu près une vingtaine de pourcents, 20-25% des patients qui vont être HER2 positifs. Alors, il ne faut pas parler de l'HER2 dans le cancer de l'estomac comme on peut en parler dans le cancer du sein. Le caractère driver de l'anomalie n'a rien à voir. Néanmoins, des médicaments agissant contre l'HER2 ont été donnés dans les cancers de l'estomac, mais jusque-là, on était assez limité parce qu'en fait, on donnait du trastuzumab en plus de la chimiothérapie par celle de platine et fluoropyrimidine en première ligne, mais en deuxième ligne, donner des anti-HER2, ça ne donnait rien. Donc, après l'utilisation en première ligne, eh bien, on n'avait plus rien à proposer à ces patients. Il y avait eu des essais avec le TMD-M-Tansine, ça ne donnait rien. Donc, on était vraiment très limité. Et là, on vient de voir les résultats de cette étude, l'étude Destiny Gastrique 04, qui a utilisé le trastuzumab deruxtecan. Alors, c'est encore une fois pas comme dans le cancer du sein, c'est vraiment limité aux patients qui sont HER2 très positifs, c'est-à-dire 3 croix en immunohistochimie ou 2 croix plus un test d'hybridation positif, mais néanmoins, ça fonctionne. Donc, c'était comparé au standard de traitement, alors qu'on n'a pas en France. C'est paclitaxel plus ramucirumab, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser le ramucirumab. Ça a été considéré comme donnant un bénéfice trop minable par les autorités de santé, donc il n'y a jamais eu de remboursement d'inscription sur la liste des molécules onéreuses. Mais là, il y a un bon référentiel de deuxième ligne. Et quand on compare ce référentiel de deuxième ligne, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux à l'heure actuelle pour ces patients? Et quand on le compare au trastuzumab deruxtecan, on voit qu'il y a à l'évidence un bénéfice en faveur du trastuzumab deruxtecan, qui est d'autant plus intéressant qu'on sait que dans un certain nombre de pays, dont la France, alors qu'on pouvait inclure dans ces patients, il y avait déjà un accès précoce au trastuzumab deruxtecan en troisième ligne. Donc, ça veut dire qu'il y a eu, ça c'est de la survie globale, il y a eu une forme de crossover un peu involontaire, et donc ils avaient peur que l'étude soit négative, mais ce n'est pas le cas parce que manifestement, il y a un effet tout à fait intéressant, et évidemment, c'est surtout les critères d'efficacité, la survie sans progression, le contrôle tumoral, la durée de contrôle tumoral est également quelque chose qui sort tout à fait en faveur de l'utilisation du trastuzumab deruxtecan. Alors, cette diapositive, elle n'est pas très lisible, c'est pour dire qu'en termes de toxicité, on est sur des toxicités qui sont, je dirais, relativement similaires, peut-être un petit peu plus de toxicité du côté du trastuzumab deruxtecan. En revanche, pas de différence en termes de qualité de vie. Et si on regarde spécifiquement les pneumopathies interstitielles, qui sont le problème connu de ce médicament, on voit qu'il y en a eu un certain nombre. Paradoxalement, la seule mortelle a été observée dans le bras ramucirumab paclitaxel. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui apparaît gérable. Maintenant, on connaît ce problème, on connaît le médicament et on arrive à le gérer. Donc, ça veut dire qu'on a fait un progrès absolument considérable. Et franchement, c'est un bonheur, cet ASCO, pour l'oncologie digestive.
en situation métastatique, on vient de le voir pour les cancers de l'estomac, en situation néoadjuvante. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on avait une étude récente qui s'appelle l'étude des OPEC, qui comparait la radiochimiothérapie dans les cancers de la jonction adénocarcinome à la chimiothérapie périopératoire, plutôt en faveur de la chimiothérapie périopératoire, mais on savait qu'après la radiochimiothérapie, on avait éventuellement la possibilité de donner du nivolumab. Et là, on a eu l'actualisation de l'essai avec le nivolumab qui ne donne pas de résultat en survie globale. Donc on se dit que vraiment, pour le néoadjuvant, pour tous les cancers adénocarcinomes, à partir du moment où ils sont situés au niveau de la jonction, on va pouvoir donner, et il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion, un traitement de référence qui sera la chimiothérapie néoadjuvante par flotte, plus du durvalumab. Voilà, j'ai fini. Merci Michel. Donc, rappelle-nous l'incidence des HER2+, dans la gastrique. 25%. OK. Plus c'est haut dans l'estomac, plus il y en a. 25% au cardiaque, c'est plutôt des malades qu'on voit maintenant, et plus c'est bas, moins il y en a. OK, donc on attend l'accès au durvalumab en association avec le FLOT, compte tenu de ces excellents résultats. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Non, je pense que tout le monde attend le buffet qui a été dressé dans l'intervalle derrière. Donc, on va faire une petite pause. J'en profite dès à présent pour remercier l'ensemble des partenaires qui rendent cette soirée possible. Un grand merci à vous.